Merci d'être parmi nous aujourd'hui. On va avoir une partie de conférence très intéressante sur ce domaine de la fraude. On va parler de frictionless, on va parler de risques banques, marchands. Donc pas mal de sujets extrêmement passionnants, et réellement d'actualité. Je suis Arnaud Crouzet, je suis en charge de l'activité consulting chez FIM. Juste quelques éléments d'organisation. À la fin de la conférence, vous aurez une période de questions-réponses. Donc ne soyez pas timides, posez toutes les questions que vous voulez. Nos experts vont être là pour pouvoir répondre à vos interrogations sur l'ensemble de ce type de domaine. Vous allez recevoir par email un questionnaire. N'hésitez pas à le remplir, très utile pour nous, sur votre appréciation sur la conférence et éventuellement également vos souhaits pour des prochaines conférences plus tard. FIM, juste un rapide résumé sur FIM. FIM est un groupe international. Nous sommes présents dans énormément de pays au niveau mondial. Nous sommes indépendants et nous travaillons avec l'ensemble des acteurs du domaine des paiements. Les commerçants, les réseaux de cartes, les banques, les vendors, les industriels, au niveau international. Notre cabinet de consulting a une particularité, c'est que l'on est capable d'aller jusqu'à la fin de la validation des solutions, c'est-à-dire jusqu'au test et certification. Ce qui nous donne une profondeur également. À la fois, on va partir du high level et de l'accompagnement stratégique au niveau des besoins du domaine des paiements, mais on connaît également la fin, on sait ce qui se passe ensuite pour pouvoir déployer des solutions. Ce qui nous donne une vraie particularité sur le domaine des paiements, à la fois au niveau international, au niveau multisecteur et au niveau profondeur également. Pour entrer dans le sujet, pourquoi parle-t-on de la fraude ce matin? Alors, c'est un vrai sujet d'actualité qui est de plus en plus complexe à gérer pour l'ensemble des acteurs. Et c'est une très bonne semaine parce qu'en plus, cette semaine, nous avons terminé, quand je dis nous, le marché a terminé la migration et donc l'arrêt de 3DS V1. Donc ça a été fait cette semaine. A priori, tout s'est bien passé. Donc le 3DS V1 s'est arrêté. Maintenant, on est en full V2. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'autres travaux derrière dans les évolutions et dans la gestion de la fraude. Quelques chiffres, tout simplement. 74, c'est le poids que représente la fraude sur les paiements e-commerce par rapport à la fraude carte. Donc la fraude carte, qui est important, on est à 464 millions d'euros en termes au niveau global France carte. Ce sont les chiffres de l'OSMP. Et la fraude par Internet représente 74%. Pour autant, on améliore. Donc on a une baisse de 1,9% entre 2020 et 2021, puisque le rapport 2022 est sur la base 2021. Et grâce à l'authentification forte, grâce au 3DS, on a pu réussir au niveau national à baisser cette fraude sur les paiements. Pour autant, on a une augmentation sur les préjudices. Donc une augmentation de 2,6% et le préjudice moyen à 432 €. On parle bien de préjudice au niveau porteur, on ne parle pas de fraude en tant que telle, de fraude individuelle. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de voir également le côté client, quelque part. On parle souvent de la fraude marchand, la fraude par transaction, la moyenne par transaction, mais de l'autre côté, il y a les clients qui vont avoir plusieurs fraudes sur un même paiement. Et la partie fraude par usurpation est en augmentation, elle est forte et c'est vraiment la partie la plus importante. Et donc, d'où le fait d'avoir une très bonne reconnaissance du client, identification, authentification du client. La DSP2, les SCA, Strong Customer Authentication. Alors, la DSP2, d'un côté, vont rajouter de l'augmentation forte. Pour réduire la fraude, on va augmenter l'authentification forte du client. Donc, ça va introduire des actions complémentaires avec le client et aussi pour les commerçants, un changement radical de la façon de gérer les transactions. Là où avant, le commerçant pouvait choisir lui-même son risque et décider s'il y avait une authentification forte ou pas, il n'a plus trop le choix. C'est les banques, du coup, qui vont le faire dans le cadre de la DSP2. Et donc, du coup, ça va apporter beaucoup plus de friction, tout en réduisant la fraude. De l'autre côté, c'est comment on peut réduire cette friction, comment on peut faire du seamless, du frictionless, puisqu'il y a un constat d'abandon, il y a un constat de complexité encore actuellement, donc il y a encore des travaux là-dessus à faire. Donc c'est un enjeu majeur pour les commerçants
Et heureusement, il existe des exemptions. Encore faut-il que les commerçants soient capables de les utiliser et que l'ensemble de la chaîne des paiements soit capable également d'utiliser ce type d'exemption. Pour rappel, l'ensemble des différents acteurs du paiement doivent respecter ces niveaux de fraude imposés par la DSP2. C'est une obligation. 0,13 pour la tranche de 0 à 100, 0,06 de 100 à 250 et 0,01 de 250 à 500. Ce sont des seuils que tout le monde devrait connaître. Mais la réalité, c'est que en fait, tout le monde ne les connaît pas. Et on en parlera certainement tout à l'heure. Juste très rapidement sur les évolutions également de la PSD2 et puis quelques dates clés aussi. L'évolution réglementaire avec la PSD1, PSD2, la PSD3 qui est en cours. Pour l'instant, elle est toujours en phase de travail, mais elle sortira un jour. La partie protocolaire est intéressante puisqu'on vient de sortir de V1. On est en V2 maintenant, mais la V2 a plusieurs versions également. La plupart du temps, c'est du V2.1 qui a été mis en place. Il y a maintenant le besoin de mettre en place la V2.2, on en parlera sans doute. Et puis, il y a déjà la 2.3 qui existe déjà. Et tout ça également, ça fait évoluer la relation avec le client. On va passer d'un aspect d'identification, j'indique qui je suis, à plutôt de l'authentification, je prouve que je suis celui qui dit être celui que je suis. Vous m'avez suivi? Et notamment, les évolutions 3DS vont permettre de passer d'une authentification active à quelque part une authentification passive, notamment via de la reconnaissance du risque, de l'analyse de risque, pour essayer de reprendre davantage de frictionness dans le cadre de la transaction. Plusieurs possibilités d'exemption. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais les commerçants notamment ont plusieurs façons de gérer du frictionness en fonction du montant. La TRA, donc la Transaction Risk Analysis, va permettre également de faire du frictionness. Encore faut-il être sous les fameux seuils que maintenant vous connaissez tous par cœur. D'autres aspects également de paiement récurrent, de bénéficiaires de confiance, de délégation d'authentification, qui sont encore, j'ai envie de dire, du work in progress au niveau du marché, mais qui sont d'autres possibilités de faire des exemptions. Et nous allons en parler, la data est clé dans la lutte contre la fraude pour du frictionness. L'exemple, quand on est passé de V1 à V2, on est passé de 15 champs à 150 champs. Et dedans, donc, il y a plein d'éléments complémentaires qui sont à fournir pour pouvoir réussir à faire du frictionness. Mais ça nécessite que les commerçants fournissent le contexte de la transaction, qui est un sujet qui n'est pas forcément évident, et je pense que notre panel d'experts aura l'occasion de l'évoquer. J'arrête là pour cette introduction, et je vais demander justement à nos experts de bien vouloir me rejoindre. Donc, Sébastien Vaudiep, qui est directeur de l'audit interne chez Conforama. Sébastien. Bonjour. Xavier Vasselin, responsable du paiement de Crédit Agricole Payment Services. Johan Ola, directeur solution consulting de LexI-Nexi. Et Bertrand Pinault, délégué général de Mercatel. Merci de nous rejoindre. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais commencer par Johan. Johan, en tant que spécialiste du domaine de la fraude, LexI-Nexi est clairement sur ce type de solution, il fournit ce type de solution d'analyse de risque et de fraude. Est-ce qu'on peut avoir un premier constat et contexte, mais du côté fraudeur? Comment les fraudeurs s'organisent? Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est cette évolution du domaine de la fraude? Eh bien, ils évoluent avec la réglementation. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup d'authentification forte. Donc, un fraudeur, s'il veut parvenir à sa fin, c'est-à-dire avoir un retour sur investissement, eh bien, il va falloir qu'il réussisse à contourner cette authentification forte. Ou bien qu'il réalise la fraude à un moment où il n'y a plus besoin d'authentification forte. Donc il y a deux tendances qui émergent. La première tendance, c'est ce qu'on appelle des abus.
Donc en fait, le paiement est légitime, le fraudeur va payer, mais en revanche, il va contester le fait d'avoir reçu la marchandise, ou bien il va renvoyer une marchandise qui est différente, etc. Et pour avoir un retour sur investissement sur cette typologie de fraude, eh bien, il va devoir créer des comptes multiples, parce qu'il ne peut pas le faire plusieurs fois avec le même compte. Donc il va créer différents comptes pour pouvoir réaliser ce type de fraude. Donc là, en fait, l'authentification forte ne sert à rien, puisque le paiement est réalisé de façon légitime. Et puis la deuxième tendance que l'on voit et vraiment qui est en augmentation extrêmement forte, c'est les différentes façons de contourner l'authentification forte, alors que ce soit par exemple avec du SIM swap, bien que ça soit un petit peu en diminution, parce que les opérateurs téléphoniques ont tendance à maintenant durcir les process de renouvellement de la carte SIM. Donc le SIM swap devient un peu plus compliqué pour les fraudeurs. On voit beaucoup les anglo-saxons appellent ça le MFA fatigue. Donc en gros, le fraudeur va spammer l'utilisateur, mais vraiment on va le solliciter un très très grand nombre de fois. Et quand vous avez 500 demandes d'authentification forte qui arrivent dans la journée, au bout d'un moment, par erreur ou parce que vous en avez marre, eh bien vous finissez par cliquer sur oui. Donc ça, c'est une façon qui est extrêmement simple pour les fraudeurs également. Et puis des méthodes qui sont alors plus complexes techniquement, mais qui sont accessibles dans des kits de phishing. Donc ce sont des sites de phishing qui fonctionnent de façon un peu plus avancée que le site traditionnel. Un site de phishing traditionnel va récupérer les logins, mots de passe de l'utilisateur. Ces sites de phishing avancés vont interagir également avec le site légitime, donc vont demander une authentification forte au site légitime et vont intercepter le cookie qui représente l'authentification forte. Et donc ensuite, le fraudeur va rejouer ce cookie avec son navigateur et va être authentifié comme si c'était l'utilisateur qui avait réalisé l'authentification forte. Et puis alors la méthode qui est la plus efficace et qu'on voit vraiment se déployer actuellement, c'est l'ingénierie sociale ou manipulation psychosociale. Là, c'est la victime elle-même qui va commettre la fraude sous l'influence du fraudeur. Donc le fraudeur est au téléphone avec la victime. Très souvent d'ailleurs, il leurre la victime en affichant un numéro de téléphone qui n'est pas le numéro de téléphone, mais par exemple le numéro de téléphone de la banque. Donc la victime voit s'afficher le numéro de téléphone de la banque, répond. Là, le fraudeur met la victime sous pression, lui disant par exemple qu'il y a des transactions frauduleuses qui sont en train d'être réalisées, qu'il va falloir mettre son argent en sûreté, donc en faisant un virement sur un compte sécurisé. Et donc là, en fait, eh bien, c'est la victime elle-même qui s'authentifie, qui réalise toutes les phases d'authentification et sous l'influence du fraudeur. Donc là, le challenge, c'est plus seulement de s'assurer que la personne qui est en train de réaliser une transaction est la personne qu'elle prétend être, mais c'est aussi de s'assurer de son intention. Est-ce que la personne n'est pas sous manipulation, n'est pas sous influence lorsqu'elle réalise cette transaction? C'est assez effrayant quand même, hein. On écoute ça. L'idée, c'est pas de faire peur, mais enfin, c'est la réalité. Là, c'est... Xavier, la DSP2 définit que finalement le responsable en premier, c'est la banque. Exact. Que fait la banque, que fait Crédit Agricole pour protéger à la fois les clients et les commerçants? Déjà, si tu veux, il y a sur la partie, il y a obligatoirement les clients. Si tu veux, comme l'a dit Johan, il y a obligatoirement des sites internet qui sont frauduleux, qui font obligatoirement penser que ce sont des vrais sites. Donc à partir de là, obligatoirement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les clients, justement, ont tendance à les utiliser, tant sur la partie VAD aujourd'hui, mais il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver aussi, et sur lesquelles on travaille de façon à pouvoir dire comment est-ce que je peux mieux authentifier quelque part sur un site e-commerce, mais aussi typiquement comme on a vu sur la partie SoftPOS, à un moment donné, on peut avoir aussi des fausses applications sur ce système-là, et donc qui vont avoir tendance aussi à générer potentiellement aussi de la fraude. C'est comment est-ce qu'on arrive à nos clients qui puissent découvrir quelle est la bonne application de la mauvaise application. Après, de manière globale, nous, côté DSP2, on travaille vraiment cette fois-ci sur la gestion de risque de manière standard,
cette fois-ci ce que j'ai dirais multifacteur, au sens où on travaille à la fois sur la carte, l'initiation de paiement, les virements, tout ce qu'on pourrait avoir après qui va arriver par la suite, qui soit le request to pay et autres, mais aussi tout ce qui va concerner aussi le multicanal sur cette partie-là, puisqu'on va avoir obligatoirement la proxy, la VAD. À un moment donné, on va avoir aussi d'autres univers, tels que le Web3 qui va un jour arriver, la partie métaverse, mais aussi tout ce qui concerne le retrait. Le but du jeu, c'est de se dire, dans tout ce que l'on peut capter, tout ce que l'on peut voir, c'est quel est le schéma de fraude à un instant T, et de pouvoir se dire, dès l'instant qu'on détecte, à un moment donné, un schéma, un début de schéma, qui est reproductible, visible, comment est-ce qu'on peut justement avertir le client, poser la question, est-ce que c'est lui qui est en train de faire, à un moment donné, justement, le paiement ou pas le paiement, de pouvoir lui bloquer le plus rapidement possible, quelque part, le moyen de paiement qui est fraudé. Donc il y a beaucoup d'actions à faire. Bertrand, côté commerce, quels sont en tant que représentant du commerce en France, quelles sont les actions que les commerçants réalisent, comment les commerçants travaillent dessus? Oui, on l'a vu dans ta présentation. C'est vrai que le schéma d'authentification a changé entre DSP1 et DSP2. Précédemment, c'était le marchand qui faisait une analyse de risque et envoyait cette demande d'authentification. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, c'est renversé. C'est donc le marchand qui exprime un souhait éventuellement, soit je veux du frictionless, soit je veux de l'authentique, soit ça m'est égal, et c'est à la banque de prendre sa responsabilité en fonction des datas, tu en as parlé, on en reparlera, qui sont transmises par le commerçant, et c'est à la banque de prendre sa responsabilité et d'accepter le frictionless ou de déclencher l'authentification. Donc ça, c'est un schéma extrêmement important, un schéma nouveau qui implique effectivement un apprentissage de tous les acteurs, y compris les commerçants. On le sait depuis longtemps, la fraude, c'est pas une solution qui va la résoudre, c'est un millefeuille de solutions, c'est une accumulation de pratiques, de bonnes pratiques qui vont faire que la fraude va être stabilisée, voire va baisser. Là, on a des bons chiffres, tu parles d'une évolution de je ne sais plus combien, mais nous, on avait calculé que le taux de fraude baissait de 25%. On peut le voir autrement, donc c'est encore plus positif. Donc la DSP2 a son effet. Mais on voit que les fraudeurs sont imaginatifs. La porte se renforce et ils passent par la fenêtre. Donc l'identité numérique devient un sujet absolument fondamental en entrée de site ou d'une manière autre, pour que l'authentification soit effectivement extrêmement également renforcée par l'identité. Donc on voit également beaucoup de data. Il y a un sujet de data qu'on abordera certainement un peu plus loin. Un sujet data qui n'est pas simple parce que il faut que les commerçants soient en capacité de traiter cette data, de l'envoyer. Il y a effectivement tout le scoring en amont, avec LexisNexis, où notamment on peut faire des choses sur le parcours client pour avoir quelque part une présomption d'une navigation légitime, à la fois sur le login en entrée de site et sur le check-out en sortie. Et puis il y a des solutions qui arrivent. Hier j'étais à une réunion avec CB qui va mettre en place une identité numérique qui s'appelle pour le moment BeConnect. L'idée, c'est que la banque elle connaît son utilisateur, elle fait des KYC assez forts, et de cette manière, un client qui utilisera BeConnect comme il utilise aujourd'hui Facebook Connect ou Google Connect sera en mesure d'être identifié fortement. Et ça aura un impact sur la sortie en frictionless, sur le check-out et sur le paiement. Dans la mesure où on est dans le même univers bancaire, la banque qui fera l'identification sera en mesure d'accorder plus de frictionless en sortie à ce client, dès lors qu'elle est sûre que c'est lui. Voilà, donc beaucoup de chantiers. L'ingénierie sociale, effectivement, c'est un vrai sujet. Puis c'est un vrai sujet pour les banques parce que c'est des vrais faux paiements, et donc après il y a une question de responsabilité, de remboursement. Je rappelle que le liability shift est avec la DSP2 renforcé. Le commerçant qui fait de l'authentification, il n'a plus la responsabilité de la fraude, c'est la banque qui l'a, et la banque est confrontée à ces paiements à ces fraudes de nature nouvelle. Donc il faut qu'on continue à travailler en collaboration avec l'ensemble de la place. On le fait à l'OSMP avec le régulateur, on le fait dans le cadre de CB, on le fait dans différents cercles. Mais cette communauté qui échange et qui partage est absolument fondamentale. Et on verra demain qu'avec le virement instantané, effectivement, il y a encore d'autres risques qui arrivent.
Bon, donc on voit que le paiement quand même est assez complexe. Il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites et on comprend que c'est complexe et de plus en plus un métier de spécialiste avec des évolutions techniques, réglementaires. Et justement, Sébastien, comment Conforama appréhende ou gère ce domaine des paiements et de la fraude? Alors effectivement, les paiements, c'est un domaine qui est assez complexe. Nous, on n'était pas forcément très mature jusqu'à récemment sur le sujet chez Conforama. En fait, la difficulté, alors j'englobe paiement et fraude, c'est que finalement, ça tombe, c'est un sujet qui tombe un petit peu au milieu de différents services. C'est-à-dire qu'au début, ça va être adressé au e-commerce, puis après le e-commerce, ils vont dire, ah bah non, mais du coup, nous, c'est des flux financiers, ils vont l'adresser à la trésorerie. La trésorerie va dire, bah attendez, c'est de la DSI, moi je comprends rien au flux, ça va arriver à la DSI, et la DSI va dire, mais de la fraude, c'est ça l'audit interne. Donc en fait, tout le monde se renvoie un petit peu la balle, et c'est vrai que c'est un sujet qui est pas forcément adressé. Et nous, du coup, on s'est rendu compte effectivement que on avait un problème de gouvernance sur le sujet. Donc c'est sur quoi on a travaillé. Et puis, du coup, quand on s'est penché un peu sur l'ensemble finalement des sujets, on s'est dit, bah, par exemple, on a un taux de conversion qui est assez faible par rapport au marché. Et du coup, on se pose la question, bah, effectivement, pourquoi il est aussi faible, puisque finalement, on investit pour avoir des beaux produits, on investit dans le site, on investit sur un beau parcours client, puis au final, votre client ne peut pas payer. Donc en fait, c'est quand même problématique. Et du coup, tout ça nous a challengé de nous dire, OK, en fait, qu'est-ce qu'on fait pas bien et où est-ce qu'on pêche pour pouvoir finalement adresser tous ces problèmes, dont la fraude, évidemment. Et à quel moment vous en avez pris conscience et pour quelle raison? Alors en fait, moi je suis arrivé chez Conforama en mars 2021 et à ce moment-là, en fait, on a vécu un gros épisode de fraude, pas forcément rentré précisément dans les détails, mais en gros, c'était lié au fait de l'évolution de la DSP2 et notamment du coup du frictionless à la main des émetteurs. Et nous, on avait un paramétrage qui était technique, qui était pas bon, et du coup, on avait un nombre de nos transactions qui passaient du coup en frictionless, certains types de transactions. Et à l'époque, en fait, on n'avait pas d'outils anti-fraude. Donc, je veux dire que ça a été un petit peu la bérésina. Donc, moi, je suis arrivé et puis je me suis rendu compte qu'on m'a dit, ah bah regarde un peu ce qui se passe. Et pour couronner le tout, évidemment, on avait un prestataire qui était censé faire les rapprochements, parce que du coup on a une marketplace, donc en fait un établissement de paiement, qui était censé faire des rapprochements pour nous signaler les impayés, et en fait il faisait pas ces rapprochements. Donc en fait ça s'est prolongé comme ça. Du coup on a quelques indices de dire il y a quelque chose qui va pas, et finalement quand on a mis le nez dedans, on avait déjà perdu 300 000 euros, on perdait 50 000 euros par jour. Voilà, et avec notamment tous les produits Apple, Samsung, enfin les produits qui sont extrêmement prisés par les fraudeurs et que nous on n'a pas en fait, qui étaient sur notre marketplace. Donc en fait nos marchands les envoyaient et nous du coup on était garant en tant que détenteur de la marketplace du coup de les rembourser en fait, enfin de les payer en fait. Donc effectivement là on s'est rendu compte, donc évidemment on a comblé ces problématiques techniques, on a fait aussi un état des lieux et là on s'est dit en fait là clairement qu'est-ce qu'on a identifié finalement. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, notre problématique de gouvernance, parce qu'en finalement, on a pêché sur la veille réglementaire, la veille technique, sur le suivi et sur l'outil. Parce qu'en fait, jusque-là, la réflexion qui était, c'était de dire, en fait, on met pas d'outil parce qu'en fait, un outil, ça coûte assez cher. Hein, un outil, ça peut coûter entre 150 000 et 200 000 euros par an. Après, ça dépend, mais parce que c'est un coût à la transaction. Mais simplement, en fait, de dire, en fait, jusque-là, et c'était vrai, en fait, en termes de chargeback, on était très faible. C'est-à-dire qu'on avait 50 000 euros sur 5 ans de chargeback. On disait, les gens ils disaient, en fait, ça vaut pas le coup. Sauf que le ROI n'était pas juste, parce qu'en fait, il faut prendre en compte d'autres choses dont on verra. Mais en fait, il faut prendre tout en compte, en fait. Votre taux d'acceptation, faut prendre, en fait, ce que vous perdez en termes de business, c'est colossal, en fait. Ouais, là, si je peux me permettre, ça pointe effectivement deux choses. Hein. Une maturité insuffisante dans la proxy avec les paiements e-commerce, qui est relativement récente. Hein. Moi, je viens de l'univers du e-commerce. Il y a des grosses boîtes, les Amazon, les VP, ils ont depuis toujours cette exigence et ce souci de la fraude. Hein. Même, ils ont de la fraude aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, la deuxième idée que je voulais pointer avec ce que tu dis, Sébastien, c'est que le paiement, c'est pas que, le parcours
client, il doit être vu dans son ensemble. C'est vrai que faut le voir plutôt comme un atout, une navigation fluide, une relation avec le client qui s'enrichit, qu'une contrainte simplement de lutte contre la fraude. Voilà, ça doit être l'ensemble du parcours qui doit être pris en compte et pas seulement la transformation. Ouais, t'as raison. Pendant longtemps, en fait, finalement, le paiement, ça a été un peu la dernière brique. On dit bon bah voilà, on a tout fait bien, puis maintenant, il faut qu'il paye quoi. Et en réalité, ça doit rentrer finalement dans notre stratégie globale. Mais c'est une bonne remarque parce que du coup, on comprend que le commerçant n'a plus trop le choix que d'investir également lui-même. Mais initialement, est-ce que c'est pas quand même le rôle de la banque, Xavier? Parce que c'est ce que je comprends aussi avec Sébastien, c'est que les transactions étaient envoyées, mais à la banque d'acquisition avec tout le réseau bancaire derrière. Donc ça devrait être théoriquement la banque qui devrait faire ce type de contrôle. Ouais, on fait tout un tas de contrôles, hein, mais si tu veux, de manière globale, voilà, je reparlais vraiment pour le groupe, hein, mais on présente à l'heure actuelle un peu plus de 30% de part de marché. On voit passer, on va dire, donc 30% des cartes qui passent par chez nous, puisqu'on a aussi 30% de part d'émission. Si tu veux, il faut qu'on ait absolument une vision globale, tant côté acquisition que côté émission, pour avoir, comme je disais tout à l'heure, un schéma vraiment global de l'ensemble, quelque part, qu'il peut y avoir en termes de fraude. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même avec ça, et c'est là où c'est hyper intéressant, et enfin, c'est un sujet qu'on pousse déjà depuis un moment justement, c'est comment est-ce qu'on peut mettre à disposition des commerçants directement des outils qui permettent aussi de travailler là-dessus. Parce que pourquoi ? Parce que nous, quand on veut faire obligatoirement un schéma de fraude, qu'est-ce qu'on a comme information à l'heure actuelle ? Ce qui nous est poussé, même si tu as dit il y avait 150 champs, aujourd'hui ils ne sont pas du tout alimentés. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un numéro de tirette, on a un code MCC, on a un numéro de panne, on a une date de transaction, on a un scellement, c'est super. Et quoi d'autre ? Pas grand-chose. Et vous avez quoi de l'autre côté commerce ? Vous avez déjà une adresse mail. Vous êtes capable de savoir depuis quand l'adresse mail elle a déjà été créée. Et de un. Vous avez aussi le panier. Vous savez que Samsung, vous avez de l'Apple. Très bien. Vous avez quoi d'autre ? Une adresse de livraison. Est-ce qu'elle a changé ? Pas changé ? Est-ce qu'elle a déjà été utilisée ? Est-ce qu'elle n'a pas été utilisée ? Enfin, je ne vais pas vous faire, mais l'ensemble de votre panier, l'ensemble de toutes les informations que vous avez, enfin, c'est juste topissime. Et sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas, nous, ces informations qui nous permettraient de travailler de manière globale, à la fois côté commerce, côté acquisition, côté émission, voir les schémas qui peuvent exister. On n'a pas ces informations-là. Elles ne sont pas véhiculées aujourd'hui comme ils pourraient être véhiculées dans la 3DS V2. Donc obligatoirement, on est quand même un peu restreint là-dessus sur ce type de choses qu'on pourrait faire. Alors après, j'ai entendu tout à l'heure aussi l'identification, mais enfin, faut même voir que vous avez vraiment une super opportunité. Même de dire à un instant T, si je suis capable de faire une première gestion de risque, avant de passer la main à des méthodes de paiement, parce que je rappelle qu'on peut très bien le faire, non pas une fois qu'on a commencé à faire le paiement, mais en amont, et de se dire, tiens, les buy now pay later, ça peut être risqué pour cette personne. À un moment donné, je pourrais très bien dire, maintenant, ce moyen de paiement, en définitive, je vais peut-être pas y aller. Puis aussi, il faut voir aussi que nous, on ne voit passer que ce qui concerne du CB, du Visa, Mastercard, pour lequel on a émis quelque chose. Amex, je ne le vois pas passer. JCB, on ne le voit pas passer. UPI, on ne le voit pas obligatoirement passer. Ça dépend obligatoirement de l'accepteur. Mais on va dire, il y a tout un tas d'informations qu'on ne voit pas, des schemes qu'on ne voit pas, alors que vous les avez intégralement. Enfin, c'est hyper intéressant, et c'est comment est-ce qu'on peut essayer de travailler justement de manière globale pour qu'on puisse vraiment avoir des plateformes qui puissent répondre à ces sujets-là. Donc du coup, on comprend que même s'il y a les possibilités techniques, notamment avec le 3DS et les champs, les informations ne sont pas envoyées jusqu'au système bancaire pour pouvoir faire les analyses. C'est tout à fait exact. Mais du coup, Bertrand, pourquoi les commerçants ne véhiculent pas ce type d'infos qui serait a priori dans leur intérêt ? Alors d'abord, c'est très récent quand même. Voilà, ça nécessite des investissements dans le SI pour pouvoir identifier toutes ces datas. Les grands commerçants, le tiers 1, ont l'expertise, ont des solutions, utilisent ces datas en interne avant de faire leur demande via 3DS V2 d'une exemption ou d'une autente. C'est pas le cas pour l'ensemble des e-commerçants. Pour revenir sur le cas de fraude, il y a aussi le fait que c'était 2021 ou 2020, donc on était en pleine migration des SP2, il y avait des seuils, tout n'était pas mis en place, donc c'est pas non plus étonnant. Faut pas, voilà, c'est un incident de parcours, on peut dire.
Et donc aujourd'hui, les commerçants, effectivement, ont énormément de data. Je rappelais la nécessaire collaboration qu'on doit avoir, commerçants, banques, schemes, sur la lutte contre la fraude. Elle est largement mise en place ces derniers temps. Après, de façon opérationnelle, transmettre tous ces champs. Un, c'est du SI, c'est du développement. Deux, les PAT, les partenaires des commerçants ne sont pas forcément tous prêts à faire tout ça. Et trois, il y a les questions de CNIL, de protection des données, évidemment, qui interpellent un certain nombre de DPO dans les entreprises du commerce, qui ne sont pas rassurés forcément. C'est pas très clair, il y a une zone de flou quand même dans la DSP2 versus le RGPD. Qu'est-ce qu'on peut envoyer, pas envoyer, qui est le responsable, pour gérer toutes ces datas. Et on attend une certaine clarification de la part de la CNIL là-dessus pour être rassuré et pour pouvoir envoyer toutes ces datas. Parce que voilà, il y a un livre blanc de la CNIL, peut-être, je crois que c'est prévu d'en parler tout à l'heure. Il y a un livre blanc de la CNIL qui a été fait sur les données de paiement et qui devrait revenir vers l'ensemble de la communauté pour voir comment tout cela va être implanté concrètement avec des guides de bonne pratique dans les relations commerçants-banques. C'est vrai qu'il y a une richesse chez le commerçant. Il y a également, faut pas l'oublier, une vision différente côté émetteur, hein, parce qu'ils ont l'ensemble, ou côté scheme, hein, ils ont l'ensemble des cartes qui opèrent, ce que le commerçant n'a pas. Non, lui, il a une vision sur son panier, son client. Vous avez une vision effectivement plus large sur l'usage qui est fait d'une carte chez tous les commerçants. Donc, mixons effectivement ces approches, réglons ce problème de DPO et de données personnelles, parce que avec cet usage légitime de lutte contre la fraude, il est bien évident que ça devrait tomber sous le sens, qu'on devrait pouvoir les utiliser assez largement. Alors, la partie données personnelles, DPO, CNIL, etc., c'est un sujet qu'on entend très souvent, qui revient régulièrement. Et du coup, Johan, en termes de solutions, comment vous répondez à ce type de questions, puisque vous devez être alimenté pour pouvoir faire votre travail? Tout dépend du cas d'usage, parce que par exemple sur un cas d'usage type login, on n'a pas besoin de données personnelles. On a souvent un identifiant qui est un identifiant pour la banque, mais uniquement pour la banque. Mais c'est vrai que dans les autres cas, donc le paiement, la création de compte, etc., on a besoin de données personnelles pour être plus pertinent. Alors, la solution a été conçue en prenant en compte les problématiques de privacy. Donc, elle a été conçue privacy by design. Donc, GDPR, pour nous, ça n'a pas été très compliqué parce que on respecte ce qu'on a fait avec la donnée personnelle, c'est-à-dire la chiffrer systématiquement, donc en transit, mais également au repos, avec une clé qui est différente pour chacun de nos clients. Et la donnée est déchiffrée à la volée lorsque notre client visualise la donnée sur son navigateur. Et d'autre part, pour ne pas avoir à travailler sur de la donnée en clair, on hache systématiquement cette donnée personnelle de manière à ce qu'on puisse comparer la donnée sans avoir à travailler sur de la donnée en clair. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec le principe du hash, mais le hash, en fait, c'est un algorithme irréversible. Donc je prends une donnée, j'en fais autre chose, et c'est pas possible, en ayant le résultat, de revenir à la donnée initiale. C'est comme si je prenais un poulet, j'en fais un McChicken. Je ne peux pas revenir du McChicken au poulet, c'est impossible. Et ce qui est intéressant avec ce mécanisme de hash, c'est que si je prends tout le temps le même poulet, j'obtiendrai tout le temps le même McChicken. Donc je peux dire, tiens, ce McChicken, je l'ai vu la première fois il y a 6 mois, il a été déjà associé à de la fraude, etc., etc. Alors les DPO, je ne vais pas revenir sur le McChicken, mais les DPO ont tendance à interdire simplement l'envoi des informations, et on le voit en discutant avec beaucoup de commerçants, les différents projets, c'est un vrai sujet chez eux. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aux DPO pour les rassurer? Alors, nous, on a de la chance, on a toujours trouvé une solution. Mais c'est vrai que c'est long, c'est fastidieux, c'est épuisant. Alors, ce qu'on fait maintenant, et donc on a vraiment réussi à raccourcir les délais de discussion, c'est d'expliquer, donc de présenter la solution comme on le fait aux équipes métiers. Parce qu'avant, on présentait la solution aux équipes métiers, et puis côté juridique, on parlait des points juridiques, et donc ils ne comprenaient pas tellement la finalité, comment ça fonctionnait, comment ça marchait, etc. Donc maintenant, on refait un travail de présentation pour bien expliquer comment fonctionne la solution, de manière à ce que les discussions derrière soient plus simples. Et effectivement, ça fonctionne bien. Alors du coup, quand on parle de fraude, on a tendance à dire que ce qu'il faut, c'est éliminer la fraude. Mais Sébastien, est-ce que l'objectif pour un commerçant, c'est vraiment d'avoir zéro fraude?
Non, l'objectif d'un commerçant, c'est de faire du business. Donc effectivement, l'objectif de zéro fraude, ok, en fait, la fraude doit être limitée, pilotée, maîtrisée, mais à un moment, en fait, le zéro fraude, c'est-à-dire si vous avez un taux d'acceptation extrêmement faible, à 0,75, enfin à 75%, et que en fait, vous éliminez tous vos fraudeurs, mais aussi une partie de vos clients, en fait, voilà, est-ce que c'est vraiment intéressant? En fait, aujourd'hui, l'enjeu, quand on parle de la fraude, c'est effectivement le piloter, mais pour aller chercher davantage de business. Parce que, certes, vous avez un certain nombre de fraudeurs, mais en fait, si vous mettez votre taux, enfin votre verrou trop élevé et qu'en fait vous perdez une partie de vos clients, ben, en fait, aujourd'hui, par exemple, typiquement, nous, ce qu'on voit en tout cas sur notre demain, sur notre maîtrise de la fraude, notre objectif, c'est clairement d'aller chercher du business. Par exemple, typiquement, en contrôlant sa fraude, bah, vous pouvez faire du frictionless. Tant que vous ne contrôlez pas votre fraude, bah, du coup, vous ne pouvez pas faire du frictionless. Et le frictionless, on sait que bah, c'est une friction sur le parcours client, et du coup, vous perdez forcément du coup, un certain nombre de clients. L'autre aspect, c'est aussi le point vis-à-vis des banques. Parce que quand vous avez beaucoup de fraude, et ben en fait, vous avez beaucoup de chances aussi d'être rejeté, que vos clients du coup soient rejetés au moindre doute. Et du coup, là encore, vous perdez du business. Donc, à la fin, au final, on se dit bah oui, c'est la lutte contre la fraude, mais en fait, cette lutte contre la fraude, c'est pas de se dire simplement bah voilà, effectivement, il faut lutter contre les fraudeurs. Mais moi, demain, si vous me dites j'ai 100 000 euros de fraude, mais de l'autre côté, je gagne 50 millions d'euros de business, bah, honnêtement, moi, je signe. Donc, je pense que l'enjeu, c'est pas tant. Enfin, la fraude, elle doit être maîtrisée, mais en fait, la recherche à zéro. Moi, je pense que si vous êtes un commerçant, que vous avez zéro fraude, c'est qu'en fait, vous perdez énormément de business, et je pense que vous n'êtes pas bon. Oui, non, mais ça rejoint ce que tu disais, sortir le paiement de sa brique solitaire. C'est l'ensemble du parcours qu'il faut considérer. Et effectivement, dans la proximité, on a des marques inconnues qui fait partie d'un ensemble d'agréments du magasin, du parcours dans le magasin, etc. Qui, bah oui, parfois il y a des gens mal intentionnés qui prennent un produit qu'ils ne payent pas. Bon, à côté de ça, le business est développé, le magasin est agréable, etc. Donc effectivement, l'ensemble du parcours doit être intégré, et c'est tout le parcours client et pas seulement la brique paiement qui doit être considérée. Mais du coup, vous avez la même approche sur la partie proximité ? Oui, tout à fait. Du coup, sur la partie magasin, en fait, la réalité, c'est que si vous voulez zéro fraude, vous avez deux options. Soit vous fermez votre magasin, donc voilà, souvent c'est ce qu'on a entendu, on a échangé avec des établissements bancaires qui nous disaient ah bah du coup les iPhones, bah, vous avez qu'à les couper. Ça faisait souvent réagir Arnaud en réunion, et du coup c'est pas la solution. Sinon, bah, effectivement, sur la partie proximité, vous fermez votre magasin, vous n'avez pas de fraude. Sinon, l'autre option, c'est effectivement de mettre un verrou très élevé, mais alors, et en termes de coûts et en termes de business, est-ce que c'est intéressant de dire, bon bah voilà, dans mon magasin Conforama, je vais rentrer les clients 5 par 5, et je vais faire suivre chacun par un vigile. D'accord, mais en fait, ça vous coûte extrêmement cher, et je pense que vous n'allez pas avoir beaucoup de business. Donc en fait, c'est vraiment la même approche. Moi, je me souviens quand j'étais chez la Halle, et ben, on faisait ce ratio de se dire, ok, bah, le vigile, il coûte 7 000 € par mois. Et de l'autre côté, effectivement, si on se fait voler pour 500 € de culottes à 5 € et de t-shirts à 15 €, bah, est-ce que c'est vraiment rentable? Donc c'est vraiment, la recherche, c'est de faire du business, c'est pas d'éradiquer à 100% la fraude. Et d'avoir, par exemple, des enseignes comme la Fnac ont un taux de fraude, un taux de démarque inconnue qui est plus élevé, par exemple, que chez nous. Mais ça fait partie du business, c'est-à-dire que ça veut dire qu'ils ont du trafic, c'est parce qu'ils ont des produits attractifs, et c'est quelque chose à prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le maîtriser et le piloter. Mais effectivement, ça fait partie du business. J'imagine que c'est peut-être difficile de partir avec un lit sous le bras chez Conforama. Effectivement, c'est plus difficile. Nous, on a moins de libre en port, donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais Bertrand, est-ce que tous les commerçants, par rapport à tout ce que l'on entend, la DSP2, évolution réglementaire, donc le commerçant doit être quand même pas mal au courant et au fait de tout cela, est-ce que tous les commerçants sont logés à la même enseigne, si je peux faire le jeu de mots? Bah non, clairement, déjà, il y en a qui sont pas adhérents au Mercatel, donc non, je plaisante. Non, ça dépend bien évidemment du produit, ça dépend de la zone de chalandise, si c'est à l'international ou purement domestique. Ça dépend de sa taille également, de sa capacité à maîtriser cette fraude, d'avoir des outils pour la maîtriser. Ça dépend de son prestataire, ça dépend du scheme, ça dépend de beaucoup de choses, oui. Tout le monde n'est pas à la même enseigne. Alors les petits commerçants ont pas forcément les moyens, donc
ils se reposent sur leurs prestataires, hein, que ce soit la banque ou que ce soit le PAT, qui a des outils de scoring, hein, souvent, qui peut l'accompagner dans ce parcours de lutte contre la fraude. Mais clairement, ils ne sont pas tous à la même enseigne. Et puis, il y en a qui ont la capacité, effectivement, d'adapter la page de paiement, de la mettre, de la personnaliser en fonction du client qui arrive. Donc, c'est là tout l'intérêt de la connaissance du client. Puis, de proposer éventuellement d'autres moyens de paiement maintenant qui arrivent et qui vont être soumis, eux aussi, à une très forte tension de fraude. Donc, on comprend que finalement, l'objectif, c'est pas forcément d'avoir zéro fraude, mais de mieux comprendre et connaître la transaction qui est en cours. Donc du coup, c'est de l'analyse de risque. Est-ce que finalement, Johan, est-ce que c'est l'analyse de risque, est-ce que c'est la solution ? Alors comme Bertrand le disait, en fait, c'est un ensemble de solutions qui permettent d'être efficaces. Mais effectivement, l'analyse de risque permet d'agir avec discernement. Souvent, on fait un focus, et Sébastien l'a très bien exprimé, on fait un focus sur la détection de la fraude uniquement. Et c'est pas très efficace parce que finalement, la majorité des transactions sont légitimes, et heureusement. Donc on a une toute petite partie de fraude. Donc avec une solution qui va se focuser sur la détection de la fraude, on va détecter peut-être une grande partie de ces transactions frauduleuses, mais on va avoir un problème avec un grand nombre de transactions dont on ne va pas savoir si elles sont frauduleuses ou pas. Donc on va avoir un coût de la suspicion qui va augmenter, c'est-à-dire que pour un grand nombre de transactions, on va challenger l'utilisateur avec de l'authentification forte, on va faire de la revue manuelle et on va faire du faux positif. Donc là, les coûts de suspicion vont augmenter de façon très très importante. Donc, et en plus, on va impacter sa transformation, parce que quand on challenge un utilisateur, l'authentification forte, elle a un impact sur l'expérience client. Donc forcément, mécaniquement, elle a un impact sur le business. Donc l'idée, c'est d'être en mesure de reconnaître la plus grande partie de ces transactions qui sont légitimes. Et une fois qu'on a reconnu cette grande partie de transactions légitimes, eh bien mécaniquement, cette zone d'incertitude diminue. Et donc, on diminue le nombre d'authentifications fortes qu'on réalise, on diminue, ou on fait de la revue manuelle qui est beaucoup plus ciblée, et on diminue ces faux positifs. En parlant de lutte contre la fraude, d'exemption, du coup, d'analyse de risque, Xavier, qui devient responsable dans tout ça ? À qui incombe la responsabilité ? Obligatoirement, si tu veux, sur la partie analyse de risque, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment de manière globale pour la banque, c'est elle qui intervient sur toute la partie analyse de risque. Et c'est là où, malheureusement, ou bien heureusement, c'est là où on a vu arriver justement la DSP2, parce que personne ne voulait... On avait à un moment une prise de risque, on avait de la fraude, mais personne ne voulait prendre obligatoirement... il y avait trop de prise de risque par rapport à la fraude. Enfin, c'est comme ça, c'est mon analyse que j'en fais. Hein. Trop de prise de risque par rapport à la fraude, et à un moment donné, on a dit, bah stop. Et si elle était portée par le commerçant. Ouais, mais justement. Mais on a eu, enfin après, on peut en discuter, mais on a eu quand même beaucoup de discussions après de savoir comment est-ce qu'on pouvait faire vis-à-vis des commerces et autres. Donc, obligatoirement, c'est comment est-ce qu'on a ramené ça, justement, côté, cette fois-ci, émission, de façon à dire je fais de l'authentification. Mais qui dit authentification dit obligatoirement, comme on a vu tout à l'heure, toute la partie frictionless, comment est-ce qu'on diminue le risque et autres. Enfin, pour moi, je reste persuadé que le meilleur endroit, et c'est pas à chaque commerce de porter obligatoirement cette partie gestion de risque, mais comment est-ce qu'à un moment donné, ou qu'il la véhicule, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir des outils de manière globale, ou des outils qui peuvent être positionnés pour un ensemble de commerçants. Ça peut être au travers des marketplaces, hein, ce que j'entendais, tu as un système de marketplace, au travers des systèmes de marketplace qui te permet de dire comment est-ce que je peux gérer cette gestion de risque, de façon justement à la rendre quelque part le plus frictionless possible là-dessus. On le voit bien, typiquement Amazon a un taux de fraude quand même s'il en a un, pour répondre exactement à ce que disait Sébastien, il en a un, mais n'empêche qu'il est plus bas. Et ce qui lui permet de passer un certain nombre de transactions directement grâce justement à cette fonctionnalité frictionless. Et pour moi, c'est hyper intéressant que les commerces travaillent vraiment sur ce sujet-là. Ou alors véhiculer les informations. Mais on retombe après sur le sujet de comment est-ce que je peux véhiculer, comment est-ce qu'à un moment donné je peux faire. Donc c'est vraiment ça pour moi mon point focal aujourd'hui là-dessus. Alors du coup je vais poser une question à la place de Bertrand qui je suis sûr la poserait.
si les commerçants doivent investir dans des outils de lutte contre la fraude, et on comprend que ça coûte cher, que c'est compliqué, que c'est un métier, etc., est-ce que c'est normal qu'ils continuent de payer les mêmes fees si c'est eux qui prennent le risque? Moi, c'est des réflexions qu'on avait déjà depuis de nombreuses années, quand on a commencé à travailler sur cette partie gestion de risque. Alors déjà, les banques peuvent déjà aussi les accompagner sur le sujet, hein, parce qu'aujourd'hui, on a quand même... il y a toujours un peu cette scission qu'il y a de dire est-ce que les commerces veulent mettre à disposition des datas ou pas, et comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble sur le sujet. Et le deuxième, c'est de se dire, oui, on pourrait très bien dire, s'ils prennent le risque obligatoirement, donc ils en assument obligatoirement l'intégralité, on pourrait travailler sur, à un moment donné, moi c'était ma vision qui était claire, de dire, s'ils prennent le risque, est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné capacité de diminuer obligatoirement, on va dire, les taux de commission et autres. Par contre, s'ils ne veulent pas prendre le risque, d'avoir un taux de commission qui sera nettement plus élevé que ce qu'il existe à l'heure actuelle. Après, on arrive quand même à des seuils qui sont hyper bas déjà à l'heure actuelle. Donc c'est la capacité de se dire, ok, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres moyens de paiement à l'instant T? Il y a l'initiation de paiement qui arrive, qui permet aussi de faire quelque part des virements, des choses dans ce style de manière automatique. Enfin, c'est comment est-ce qu'on arrive à travailler vraiment sur toute cette partie modèle. Et je pense que oui, il faut réfléchir clairement à cette partie-là. Bon, ça donne des pistes. Oui, puis il faut rappeler qu'entre la banque et le commerçant, il y a le scheme, qui a beaucoup de data, pour peu que le marchand en ait communiqué un certain nombre, et qui voit beaucoup de cartes, et qui voit beaucoup de commerçants, et qui peut faire aussi ces analyses de risque et vous les transmettre, ce qui est le cas d'ailleurs aujourd'hui. Je vais te poser justement la question. Les commerçants doivent gérer d'un côté leur fraude, on a bien compris, mais être capables également de gérer du frictionness. Donc, quelles seraient les recommandations et que doivent-ils faire exactement? Quel est le plan d'action qu'ils doivent réaliser? Le plan d'action, c'est déjà une cartographie de la fraude qu'ils ont aujourd'hui. C'est un certain nombre de bonnes pratiques dans les parcours de paiement. C'est effectivement parler, échanger avec sa banque, avec son prestataire. Et c'est la capacité de transmettre, je pense, on n'y coupera pas, un certain nombre de données pour les différents partenaires de l'analyse de risque, que ce soit en amont ou dans la partie finale pour le paiement, au scheme et à la banque. Et voilà, et avec la data, on a de l'inhérence passive, de l'authentification passive qui est possible. Amazon en est la preuve, ils ont une somme des monceaux de data qu'ils analysent qui leur permettent effectivement d'obtenir des taux de fraude extrêmement réduits. Donc cette authentification passive, elle va forcément se développer avec cette analyse de data, dans le respect évidemment de la donnée personnelle. C'est là où il faut un échange avec la CNIL, avec l'opérateur, avec le régulateur, pour qu'on arrive à des bonnes pratiques qui soient acceptées et qu'on ne soit pas sans arrêt suspectés, nos commerçants, de faire un usage marketing éhonté des données qu'on transmet ou qu'on stocke, qui ont une légitimité dans la lutte contre la fraude. Alors, je vais terminer avec Sébastien. En termes un peu de conclusion, de recommandation finale, quelle serait l'information, la recommandation à faire au niveau des commerçants, d'un commerçant au commerçant? Alors, moi, j'aime pas donner des leçons et loin de moi l'idée, mais du coup, en tout cas, nous, ce qu'on a appris avec ces épisodes de fraude, qui quand même, on en a eu 2 en plus l'année 2021, qui nous ont coûté quand même pas loin d'1 million, c'est que, je le disais tout à l'heure, mais en fait, la partie paiement, ça doit faire partie de la stratégie globale de l'entreprise. Le deuxième qui est extrêmement importante, c'est, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, mais c'est la gouvernance que vous allez mettre au sein finalement de votre entreprise sur le sujet. Qui fait quoi? Qui fait la veille réglementaire? Nous, on s'est rendu compte qu'on a pêché sur la veille réglementaire, la veille technique, et puis sur la définition des rôles en fait de chacun. Donc en fait, ça c'est extrêmement important. Et encore une fois, ne pas se focaliser uniquement sur la partie fraude, c'est vraiment la stratégie de paiement dans son ensemble qui va vous permettre finalement d'aller chercher davantage de business. Encore une fois, tout à l'heure je le disais, mais voilà, on a le coût de la fraude qu'on doit maîtriser, mais derrière, quand vous la maîtrisez pas, en fait, c'est pas seulement la fraude, c'est les coûts de commission qui peuvent augmenter, puisqu'on a un certain nombre d'établissements bancaires qui indexent sur leur
taux de commission sur un taux de risque ce que vous appelez un taux de risque à chaud. Donc ça, potentiellement, c'est déjà plusieurs centaines de milliers d'euros. Et après, c'est vos taux d'acceptation. C'est-à-dire qu'en gros, si on vous dit que travailler effectivement sur le tri de vos bons clients et d'envoyer les bonnes transactions et du coup augmenter votre taux d'acceptation auprès des banques, aller gagner, mettons, je dis n'importe quoi, mais 5 points par exemple, c'est colossal en réalité sur plusieurs centaines de millions. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, effectivement, c'est quand vous êtes en plus très propre et très maîtrisant, vous pouvez aller faire encore aller plus loin. Et nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce vers quoi on souhaite aller. C'est le frictionless. Aujourd'hui, on le fait pas. On est en full 3D secure parce qu'on veut être un petit peu solide. On veut pas prendre le risque parce qu'encore une fois, quand vous passez en frictionless, le risque il est pour vous, il est pour le commerçant, il est plus pour la banque. Donc, il faut que vous soyez vraiment maîtrisant sur votre risque. Mais là encore, il y a plus d'experts autour de moi sur la table, mais il y en a qui parlent entre 3 et 15% de commandes perdues avec le Strong Authentication. Après, je ne sais pas si vous confirmez ces chiffres, mais du coup, c'est assez aléatoire. Mais en tout cas, moi, je les prends. En tout cas, donc, je me dis, c'est vraiment l'enjeu. C'est vraiment l'enjeu de la fraude. Oui, on n'a pas parlé du client, effectivement, mais le client, ça devient très compliqué pour lui de payer. Il y a des clients qui n'ont pas les apps, il y a ceux qui ont les apps mais qui ne veulent pas les utiliser, et il y a ceux qui ont les apps qui ne veulent pas s'authentifier par les apps. Donc le client, il a dû lui aussi s'habituer, et on l'a vu dans les courbes à l'OSMP, quand je rappelle que l'authentification passe majoritairement par l'app bancaire. Donc déjà, il faut avoir son app bancaire, et qu'il y a une solution, pas dégradée, mais une solution complémentaire qui est le SMS renforcé, le fameux petit SMS avec lequel vous authentifiez votre transaction précédemment dans le régime DSP1. Aujourd'hui, il est renforcé. Vous avez non seulement le SMS, plus un code. Donc on a vu des vagues d'enrôlement début d'année, et les marchands ont tout de suite alerté à l'OSMP, le groupe de travail qui est sur le sujet, pour dire mais on a vu des transactions, le taux de transactions authentifiées qui chutait tout d'un coup. Donc il y a effectivement une pédagogie à faire, alors côté banque bien sûr, mais côté marchand on a notre part, pour que les clients puissent payer de façon simple et pas trop compliquée. C'est là où je pense qu'on est dans une période un petit peu transitoire, ces nouveaux usages vont se mettre en place, et puis demain avec la 3DS 2.2 notamment, on devrait avoir effectivement de la délégation d'authentification, on devrait avoir un certain nombre de choses, de la TRA acquéreur, on devrait avoir encore une raison de maîtriser son taux de fraude, c'est la TRA acquéreur qui permet effectivement de demander des exemptions. Et puis l'authentification passive, et puis l'identification en entrée de site. Enfin voilà, tout ça va évoluer, mais les fraudeurs vont évoluer aussi, ça j'en doute pas. Merci à tous les quatre. Il est temps de vous laisser la main, de vous écouter maintenant. Si vous avez des questions. Bonjour, Édouard Barouin de Film Consulting. On a parlé des banques, des marchands, des schemes aussi. Mais comment évolue le type de fraudeur? Parce qu'on a l'impression que la fraude artisanale, elle est un peu difficile maintenant. Et puis, on parlait de ROI. On a l'impression qu'en face de moyens importants qui sont mis pour frauder, on ne va pas essayer de gagner juste un iPhone ou deux. Donc, je voulais savoir justement quel était ce nouveau type de profil et les gains qu'ils attendent. La tendance, c'est à la professionnalisation, je dirais même à l'hyper-professionnalisation. Donc la fraude devient une industrie. Et je pense que les prochaines menaces, si on doit faire un peu de prospective, ça va être l'automatisation. C'est-à-dire que là, on voit des attaques qui sont automatisées, mais simplement sur les phases d'authentification. Donc le but, c'est de récupérer massivement des logins mots de passe. On peut très facilement imaginer, avec les moyens d'automatisation qui sont mis à disposition de tout le monde maintenant, que les fraudeurs en profitent également. Et donc, les attaques qui par le passé étaient petites peuvent devenir d'un seul coup, passer à l'échelle et devenir massives. Donc c'est, encore une fois, je ne veux pas faire peur, mais vraiment, c'est juste, ça semble relativement évident. C'est vrai que dès qu'on parle avec des spécialistes de la fraude, c'est un peu inquiétant. Oui. Vous parliez de scoring en amont sur le parcours client par le site. Vous avez cité certaines données qui pourraient être collectées. Quelles sont les données finalement quand on a parlé de l'ancienneté de l'adresse mail, on a parlé de l'ancienneté de la relation. Quelles sont les données finalement qu'on va utiliser
pour ce scoring, sachant que plus il y a d'historique et plus ça va être riche. Et les données, enfin après tu pourras compléter, hein, Johan, c'est que typiquement l'âge d'une adresse email, c'est hyper intéressant de savoir qu'à un moment donné, je sais qu'il y avait, c'est chez toi, Johan, il y avait par exemple Nike qui avait subi des grosses attaques. Et je crois qu'il y avait eu je sais plus, enfin on va dire un certain nombre de commandes simultanées liées à des adresses email qui étaient toutes récentes. Récentes chez l'opérateur ou... Non, récentes de manière globale, c'est-à-dire qu'on est capable à un moment donné de savoir qu'une adresse mail, elle a été créée un jour J et qu'elle a qu'elle a déjà vécu un certain temps, non pas obligatoirement que chez le marchand, mais de manière globale, dans la vie de tous les jours. Une adresse mail, ça existe à un instant T, mais on sait quand est-ce qu'elle a été créée, quand est-ce qu'elle a été utilisée à peu près de manière globale. Et ça, on le sait comment, ça ? Ben ça, il y a des outils qui sont pour ça et qui gèrent parfaitement cette partie-là. Et donc de savoir qu'à un moment donné, une adresse mail vient juste d'être créée, que c'est une nouvelle adresse de livraison, et ainsi de suite, enfin, ça alerte beaucoup de monde. Hein. Ça fait même tilt, ça clignote de partout. Voilà. Par contre, une adresse mail qui a été créée depuis des années et des années, avec déjà potentiellement une adresse de livraison qui a déjà été confirmée et autres. Enfin, c'est vraiment ça, hein, tous les outils qui sont mis à disposition de gestion de risque, côté, j'insiste, commerçant, et toutes ces données-là, vous les avez. Donc effectivement, les données, ça a été évoqué plusieurs fois, pour prendre une bonne décision, il faut un contexte intéressant. Et le contexte, on a de la chance dans le numérique, on peut apporter un grand nombre de données qui, de façon traditionnelle, n'est pas prise en compte. Et donc, on peut rajouter à la transaction des données qui sont liées à l'emplacement. D'où est-ce que la personne se connecte? Est-ce qu'elle utilise un VPN? Est-ce qu'elle utilise un proxy? Est-ce que sur sa machine, la time zone correspond avec l'adresse IP, donc la localisation? Des données qui sont liées à la machine. Est-ce que cette machine, on l'a déjà vue? Avec des identifiants qui résistent à l'effacement des cookies. Donc je suis un fraudeur, je crée un compte, j'efface mes cookies, je crée un deuxième compte avec des données qui sont complètement différentes, être en capacité à créer un lien entre ces deux créations de comptes. Des données également sur l'analyse comportementale. Donc comment est-ce que j'interagis avec le site web ou l'application? Est-ce que je copie-colle de la donnée? Parce que j'ai récupéré une liste de cartes de crédit volées et donc je la mets dans le formulaire. Ou bien est-ce qu'au contraire, la donnée a été pré-remplie par mon navigateur? Donc il y a un grand nombre de données comme ça qu'on peut rajouter à la transaction qui permettent vraiment d'enrichir le contexte pour vraiment beaucoup mieux apprécier le risque, reconnaître les utilisateurs légitimes et éviter des authentifications fortes. Oui, juste pour compléter, effectivement, il y a énormément de données et d'ailleurs les outils de scoring, en fait, effectivement, l'analyse comportementale, le panier, la typologie de produit, le type de livraison. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, avec l'outil qu'on a, en fait, ils font du machine learning et ils récupèrent en fait des dizaines et des dizaines de données pour essayer du coup de cibler finalement et de se dire, ok, est-ce que le client c'est un fraudeur ou c'est pas un fraudeur, ou on a un doute, et du coup de le scorer de 0 à 100. En disant 100%, par exemple, nous ce qu'on veut c'est dire si on a 100% sûr, parce qu'on sait que Arnaud il achète régulièrement et que c'est bien son device habituel, etc. Et bien c'est de se dire lui on va peut-être le mettre en frictionless. Si on a un doute, le passer en 3D Secure, en son authentification, et puis si vraiment on se dit en fait il y a beaucoup de chance parce que ce matin il a déjà fait un achat habituel, puis là c'est un achat l'après-midi du Zimbabwe avec un autre device, un comportement complètement erratique qui ressemble à un bot par exemple, typiquement là on va le rejeter. En fait c'est mais vraiment il y a énormément, enfin c'est assez complexe, moi je ne maîtrise pas trop, je sais que toi tu avais plus ouvert le capot, t'avais plus ouvert le capot toi sur l'outil qu'on avait pris, mais il y a un aspect qui est important à prendre en compte aussi du côté commerçant. Beaucoup de commerçants ont tendance à vouloir accepter la création de comptes clients dans leur site pour justement essayer d'avoir le plus de clients possible. Le problème que l'on peut voir, c'est que la plupart du temps, les commerçants ne font pas vraiment de validation concrète ou forte au moment de la création du compte. Donc les équipes marketing, e-commerce et autres ont tendance à dire non, moi j'accepte un maximum de clients parce que je ne veux pas les bloquer dès ce moment-là. Or, c'est déjà à ce moment-là qu'il faut contrôler si le client est pertinent ou pas, ou si c'est un fraudeur qui vient de s'inscrire. Et c'est extrêmement important. J'ai eu l'occasion de le démontrer à un moment donné en créant un compte bidon, tout simplement Dark Vador.
Et je n'ai pas du tout été stoppé. Donc j'ai pu montrer que non, là c'est trop ouvert, on peut créer n'importe quoi, je peux créer n'importe quel faux compte, avec n'importe quel email, n'importe quel numéro de téléphone. Derrière, j'ai une fausse carte, je la mets. Je ne suis pas du tout bloqué par le commerçant à ce moment-là. Et le fait que le commerçant dise « je me reporte pour les paiements, je me reporte sur les banques pour vérifier si la transaction elle est bonne ou pas », eh bien non, ce n'est pas du tout suffisant. C'est dès le début, dès l'entrée, qu'il faut être capable de contrôler et avoir le courage, quelque part, de commencer à dire dès la création du compte « non, désolé, là, ce compte-là, on ne peut pas le créer. Cette adresse email-là, non, il y a quelque chose qui ne va pas. » Un dark.voidor à étoiledelamort.com, il faut peut-être se poser une question, quoi. Et peut-être pas accepter tout de suite de créer ce compte-là, demander à vérifier dès le début. Parce que de toute façon, c'est pénalisant pour le commerçant. Là où les équipes e-commerce ont tendance à dire « je prends un maximum pour essayer d'augmenter mon panier, enfin, mes ventes, etc. », en fait, ils ne vont pas être capables de tracer les clients. Ils vont pas, même si le client s'est trompé dans son email, ça peut arriver. Il faut l'avertir tout de suite. Attention, vous avez fait une erreur dans votre email. Parce que derrière, on ne pourra pas communiquer avec lui, on ne pourra pas lui envoyer les informations de facture, etc. etc. Donc c'est dès le début où le commerçant doit faire ce type de travail. Et au final, c'est un peu l'esprit de la PSD2, c'est un environnement tous ensemble, vertueux, sur lequel on doit travailler. Tous les différents acteurs de la chaîne des paiements, depuis le commerçant, quelque part jusqu'au client final qui doit être un peu plus éduqué sur des aspects de phishing, etc. Mais c'est un environnement complètement vertueux pour améliorer la sécurité des clients, des achats, etc. Tu voulais réagir ? Oui, tout à fait. Alors, j'abonde dans ton sens, et ça rejoint ce que disait Bertrand, c'est qu'il faut être présent sur l'ensemble du parcours client, et bien sûr, à la création de compte. C'est vraiment important de réaliser une analyse de risque à la création de compte, parce que déjà, on va lutter contre les abus. Et puis, d'autre part, alors, on n'est pas obligé de bloquer la création de compte. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'en tenir compte au paiement ou au prépaiement. C'est-à-dire quand le panier est validé, ah oui, mais la création de compte qui est liée à ce panier, est-ce qu'elle est légitime ou pas ? Parce que le problème de bloquer les créations de compte, vous donnez une indication au fraudeur. Donc l'idée, c'est plus de pas donner d'indication, on laisse le fraudeur faire, mais en revanche, lors de la phase critique, là, on tient compte de l'analyse de risque qu'on a réalisée au préalable. Juste, nous, par exemple, sur le premier épisode de fraude qu'on a vécu, 70%, c'est des adresses Yopmail jetables en fait, que les fraudeurs venaient de créer. En fait. Et pourquoi c'est jetable, Yopmail ? Moi, je ne maîtrise pas très bien quelqu'un peut-être peut répondre, mais... C'est un service qui fait ça, oui, ouais. qui permet de créer une adresse mail provisoire, jetable, je ne sais pas, oui, je n'utilise pas. Juste, d'où l'intérêt, hein, j'insiste sur l'identité numérique en entrée de site et les solutions qui vont vous permettre d'identifier fortement en amont du parcours même et bien sûr du paiement la personne qui crée le compte. Donc j'attire votre attention, s'il y a des commerçants qui sont intéressés par des expérimentations avec notamment BeConnect chez CB, qu'ils nous le fassent savoir, on rentre en phase pilote de ce service qui vous permettra en entrée de site d'être reconnu, d'être identifié, ce qui fluidifiera le paiement en sortie de site. On a une question dans le fond, je crois. Oui. Béatrice Bataille par Telia. J'en reviens aux données à véhiculer pour avoir une analyse fine finalement du risque. J'ai participé il y a quelques années avec un scheme à la tentative de mise en place d'un logiciel de lutte contre la fraude avec une vision collaborative interbancaire. Ça n'a pas marché parce qu'aucune banque n'est prête à transférer ses données clients. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a peut-être un petit peu, on va avoir le même écueil, hormis les problèmes techniques et autres, avec n'importe quelle entreprise qui ne sera pas forcément disposée à transmettre ses données clients et qui aura plutôt une vision à les conserver en interne et à mettre en place des outils en interne. Un gros problème avec GDPR, du coup, aussi. Alors commercial, quelque part, puisque souvent les acteurs considèrent que la data leur appartient. Ça, c'est un premier point, je l'entends souvent. Et l'autre point, sur GDPR. Alors, il y a cette notion de partage. Et en fait, ce qu'on fait, par exemple, chez TradeMetrics, on met à la disposition de nos clients ce qu'on appelle un réseau qui permet de vérifier que l'adresse mail que vous voyez vous pour la première fois, ben justement, il y a combien de temps elle a été créée, est-ce qu'elle était associée à de la fraude ou pas. Et là, on ne parle pas de partage, mais plus de vérification. C'est-à-dire que moi, en tant que marchand, je vais aller vérifier sur les autres TradeMetrics
que cette machine, que ce numéro de téléphone, que cette adresse mail n'a pas été utilisée dans un contexte frauduleux. Donc c'est plus une notion de vérification qu'une notion de partage. Mais finalement, ça veut, pour compléter la question, ça veut dire que chacun doit être capable de maîtriser son niveau de risque de façon individuelle, parce qu'on a plus de chances, pour l'instant en tout cas, à ce que au niveau individuel, on analyse ce risque, plutôt que de faire véhiculer toutes les informations pour alimenter les différents moteurs. Et ça semble être encore un frein actuellement. Oui, l'idée de se reposer sur un réseau d'identité qui fonctionne en privacy by design, c'est intéressant parce qu'on n'a plus besoin de partager de la donnée en clair, etc. Donc ça permet d'avoir en temps réel un feedback sur la réputation des choses que l'on voit et qu'on est en train d'évaluer. Oui, juste un mot sur ce point. Ça a quand même un petit peu évolué par rapport à l'outil dont vous parlez, dont je ne connais pas l'histoire. Mais structurellement, la DSP2 et Faster, le directory de CB fonctionne comme ça. Il y a dans les champs de la DSP2 la possibilité de transmettre des données. Donc 150, il y a le choix. Les acteurs n'en demandent pas autant, mais les Faster demandent 5, 6, 10 champs, je ne sais plus exactement, mais il y a un certain nombre de champs clés qu'il faut peut-être accepter de transmettre, dans la mesure où il n'y a aucune utilisation marketing derrière, où ce point-là est absolument garanti par un certain nombre de textes et d'engagements, peut-être contractuels, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais il faut absolument que ce point-là soit garanti pour que les commerçants acceptent de partager un certain nombre de data qui vont être mutualisés au niveau du directory server, Faster pour CB, 3D, et les directory servers de Visa, Mastercard également. Et c'est là où on a une analyse de risque absolument pertinente également, parce qu'on a des données des commerçants et on a des données du réseau de cartes avec un certain nombre une vision plus large des choses. Et c'est l'alliance des deux qui fait la performance. Mais on voit que cette partie data est un vrai sujet. D'ailleurs, on a d'un côté, et on le voit bien dans le cadre de l'ensemble de nos différentes missions, les banques qui demandent à être alimentées en informations, les réseaux de cartes qui demandent aussi à ce que les informations soient alimentées avec des informations minimales et d'autres, obligatoires, et d'autres fortement recommandées. De l'autre côté, la source, ce sont les commerçants, mais qui se retrouvent coincés parce que dans la réglementation, il est bien dit au niveau de la DSP2 que les banques peuvent faire de l'analyse de risque sur la base de la data. Donc, du coup, ça rentre dans un intérêt légitime, mais rien n'est précisé concernant le commerçant. Il n'y a rien réellement dans la DSP2 qui dit le commerçant peut fournir. C'est les banques peuvent utiliser, mais il n'y a pas les commerçants peuvent fournir. Et donc il y a un vide à ce moment-là. La CNIL, tu en parlais tout à l'heure, la CNIL travaille, donc a déjà fait un livre blanc, il y a une revue de ce livre blanc qui doit être fait, mais de ce qu'on comprend, c'est vu de façon très restrictive. Et si c'est restrictif, ça met un grain de sable dans tout ce type de rouage qui ne permet pas d'être serein depuis le commerçant, de faire véhiculer les données. Beaucoup de commerçants d'ailleurs demandent, et ça on le voit également dans le cas d'émissions, il y a beaucoup de commerçants qui demandent un justificatif, une lettre de confort, quelque chose qui vient à la fois des banques et des réseaux de cartes qui permettrait de rassurer les DPO. Donc je profite pour relancer l'appel, parce qu'on le lance à chaque fois, qu'il y ait ce type d'éléments qui permettent au niveau des commerçants d'être sereins sur le fait que oui, ils peuvent alimenter le 3DS et le reste en éléments complémentaires. L'adresse email, on en parlait, l'adresse email d'un point de vue DPO, c'est vu comme une donnée personnelle. Pour autant, on a compris que c'était super intéressant dans la lutte contre la fraude. Dans quelle mesure l'email peut devenir un intérêt légitime? Il y a un flou juridique, il manque quelque chose qui permette de confirmer au DPO que l'adresse email rentre dans le cadre d'un intérêt légitime pour la lutte contre la fraude. Et là, c'est aux banques, aux réseaux de cartes, aux régulateurs éventuellement, la Banque de France peut-être, s'ils peuvent. La CNIL a ajusté et a amélioré leur livre blanc dans ce cas-là. Il manque quelque chose pour que du coup l'ensemble de la chaîne puisse vraiment bien véhiculer. Donc j'en profite là pour relancer l'appel. Tant qu'il n'y aura pas ce type de confirmation, je pense qu'on aura toujours ce type de problème. Depuis le commerçant qui a une masse d'informations, comme tu le disais tout à l'heure, il y a toutes les informations du contexte de la transaction. Et il y a une bonne partie des informations qui doivent être pouvoir véhiculées jusqu'à la fin de la chaîne pour pouvoir faire vraiment du frictionless, de l'authentification allégée, quelque part, de connaître le risque de la transaction qui est en cours et pas être obligé de refaire une authentification forte
puisqu'il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup d'erreurs, les clients ne sont pas toujours prêts à le faire, et ça casse complètement l'expérience client, et on voit qu'avec la data, on peut gérer le risque sans pour autant déranger tout le temps le client. Donc avis au réseau de cartes, aux banques, pour pouvoir rassurer les DPO des commerçants pour fournir ce type d'éléments. Une réaction ? Oui. Je ne sais pas, mais ça devrait pouvoir s'encadrer, je ne sais pas, par une convention de service vis-à-vis de la banque pour élargir du commerçant vis-à-vis de la banque pour élargir cette fonction de validation de la transaction, et puis en amont une information dans la policy et peut-être une information spécifique vis-à-vis des clients du site. On va pas demander, c'est ce qu'exigeait un petit peu la CNIL, c'était de demander l'autorisation aux clients d'utiliser ces données pour lutter contre la fraude. Donc autant vous dire que le fraudeur, il va. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais ce point-là, c'est vu, c'est-à-dire exiger l'autorisation du client, c'est pas tellement intéressant. Et ça va dépendre de ce qu'on positionne cet outil. Enfin, c'est soit on fait passer, soit à un moment donné, on peut. Enfin, j'ai pas été suffisamment clair. Hein. C'est soit on véhicule obligatoirement des informations pour que ça puisse être fait par la banque, d'accord. Et quelle banque ? Est-ce qu'on est côté acquéreur ? Je dirais même les deux. Comme ça, on est tranquille. Acquéreur et émission. Après, l'autre suggestion que je faisais tout à l'heure, c'est plutôt de dire un outil global de gestion de risque commerçant qui peut être positionné à un instant T. Je sais pas, moi, un truc qui peut être proposé soit par une banque ou soit par un réseau ou n'importe quoi, qui permet de dire, sur ce sujet-là, côté commerçant, j'ai un système qui permet de. Et c'est ça. Et avant de faire appel à destination, quelque part, du moyen de paiement. Parce que avant même déjà de sélectionner un moyen de paiement, il faut avoir déjà travaillé là-dessus. Parce qu'il y a des moyens de paiement qui peuvent être encore bien plus fraudés. Enfin, il faut bien le voir comme ça. Oui, et pas... mais Julien, c'est pas de ça dont il parlait. Donc, en résumé, soit le commerçant sait gérer son risque, il a un niveau de fraude très bas, niveau de fraude pas chargeback, niveau de fraude bancaire. C'est pas la même chose. Je tiens à préciser d'ailleurs, beaucoup de commerçants pensent ne pas avoir de fraude parce qu'ils ont très peu de chargeback. Pour autant, comme il y a le liability shift, ils ne le voient pas. Et il y a quand même de la fraude bancaire qui est supportée du coup par les banques. Ça, c'est un point extrêmement important. Et on le voit encore dans l'émission. Les commerçants pensent ne pas être fraudés, alors qu'en fait, c'est la banque qui supporte tout le risque. Et le problème, c'est que la banque, et leur banque d'acquisition, du coup, ne leur donne pas l'information. Donc déjà, il faut que les commerçants puissent gérer correctement leurs risques en ayant des niveaux de fraude bancaire très bas. À partir du moment où ils ont des niveaux de fraude bancaire, ils peuvent jouer, finalement, avec toutes les demandes d'exemption possibles pour ne pas avoir de friction, donc vraiment être frictionless, et du coup, non plus cette obligation réelle de fournir toute la data, si j'extrapole un petit peu. À partir du moment où ils maîtrisent bien leurs risques, ils peuvent demander une exemption parce que faible risque de fraude, qui va permettre de faire de la friction, du frictionless. Mais s'ils ne maîtrisent pas correctement leurs risques, s'ils n'ont pas ce qu'il faut pour le faire, dans ce cas-là, il faut qu'ils puissent être en mesure de fournir de la data pour que ce soit fait par d'autres. Et donc par les réseaux bancaires notamment, et les réseaux de cartes, qui vont pouvoir du coup analyser le risque à la place du commerçant qui n'est pas en mesure de le faire dans ce cas. Est-ce que je peux résumer comme ça ? Merci. Et puis l'importance de la gouvernance, je crois. C'est vrai que c'est un point important de bien identifier dans l'entreprise qui fait quoi sur ce sujet-là et de sortir le tunnel de paiement de son petit coin, de son pain point qui était historiquement quelque part. Mais voilà, il faut le remonter dans les préoccupations au niveau stratégique, au niveau gouvernance pour qu'on ait bien conscience que c'est l'ensemble du parcours et pas seulement la petite brique paiement au bout qui compte. Ouais, c'est ce que Sébastien a souligné avec justesse. Le paiement n'est pas juste une fin en soi, n'est pas juste un élément à la fin, mais c'est vraiment à être intégré dès le départ. Et finalement, c'est ce qu'on a pu évoquer ici également, dès la création du compte client, en réalité. C'est dès ce moment-là où on va commencer à essayer d'identifier et de savoir s'il y a un risque dans toute la chaîne. Tu as très bien dit tout à l'heure, à quoi ça sert
d'améliorer le site web, l'expérience utilisateur, le parcours client, si à la fin c'est stoppé par le paiement parce qu'on n'a pas fait le travail correctement. Et c'est tout à fait intéressant et pertinent comme démarche. D'où l'importance de ce type de gouvernance à mettre en place. Merci à tous. J'espère que ça vous a fortement intéressé. Merci. Merci Sébastien, merci Xavier, merci Joanne, merci Bertrand. C'était extrêmement intéressant. Merci à tous, très bonne journée.